certaine pesanteur, right? Mais si je la lance comme ça, dans ma main, elle ne pèse plus rien. On est d'accord? Right? Donc si je fais un mouvement, mais que je vais exploser dans le bas du mouvement, par exemple un lateral raise, que je vais utiliser un swing comme ça, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, quand j'arrive là? C'est comme si je lance mon poids dans les airs. Donc même si j'ai 30 livres, en donnant du momentum, je perds la charge dans l'espace à cause de l'inertie, et il n'y a plus de tension dans le fond qui est générée. Le 30 livres n'est plus 30 livres. Le 30 livres devient peut-être 2 livres en haut. Okay? Donc c'est important de toujours focusser sur le concentrique, sur le muscle visé. Si votre but, c'est une phase d'entraînement qui est de développer le plus de masse musculaire possible. C'est sûr que si vous allez voir Christian tantôt qui va parler d'hypertrophie, mais peut-être plus de développement athlétique aussi, et de force, bien là, c'est sûr que c'est un autre game. Quand on travaille la force, on veut de la vitesse avec le plus de masse musculaire possible. T'sais. Encore là, dans un principe de périodisation, tu peux avoir des phases d'entraînement qui est plus axées sur vraiment l'accumulation de volume et des techniques pour augmenter ta capacité de contraction puis mettre de l'attention sur les muscles visés, puis d'autres phases que c'est plus sur mettre de la charge puis développer plus le système nerveux et tout ça. Quand le muscle arrive dans une position contractée, tu veux contracter le muscle volontairement le plus possible. Okay? Il y a une phrase en anglais qui dit « squeeze it like it's all you money ». Tu comprends? Que dans le fond, c'est quand tu arrives en haut, tu squeezes comme le plus que tu peux. En tant que coach, moi, ce que j'aime, c'est beaucoup des cues verbales quand on fait ça. Donc, exemple, si tu veux faire un dumbbell curl, je mets toujours mon doigt et je dis écrase. Puis là, le client, il est comme je suis pas capable, mais essaye d'écraser mon doigt le plus possible. Ça va leur donner l'intention d'aller vraiment contracter volontairement. Parce que on s'entend que la plupart des clients, là, tu leur dis « squeeze ton chest ». Ils n'ont aucune idée de ce que tu veux dire. T'sais. Donc, si tu fais un crossover puis tu dis « écrase mon doigt entre l'humérus et le pec », là, ça va leur parler. T'sais. On pourrait parler de Q aussi, mais la plupart du monde vont bénéficier plus de Q externes et verbales et tactiles. Ça veut dire que si je mets ma main, que je dis « va porter ce point-là à ce point-là », ça va être plus facile pour le client de comprendre que contracte ton pectoral en rotation interne et en adduction le maximum. On est d'accord? Durant l'excentrique, contracter au maximum le muscle visé aussi. Tu ne veux pas juste retenir la charge, tu veux créer de la tension musculaire au niveau du muscle que tu veux travailler. Donc, c'est de retenir, mais c'est aussi de créer une tension maximale à ce niveau-là. Avec le continuum exécution-effort, c'est un principe que j'ai développé qui est très simple. En fait, c'est exactement ce que j'ai pensé. C'est que d'un côté, tu as l'exécution à 100%, puis de l'autre côté, tu as l'effort maximal. L'exécution à 100%, c'est que je contracte mon biceps le plus possible tranquillement avec une petite charge, puis je contrôle chaque seconde du mouvement. Puis l'effort, c'est je vais lancer une balle le plus fort que je peux à l'autre bout de la salle ou je veux faire du deadlift le plus pesant possible. J'aurai un effort maximal, mais mon exécution au niveau interne va peut-être être moins bonne. OK? Et dans le fond, ce continuum-là, ce que ça nous dit, c'est qu'on voudrait avoir un mix de maximum d'effort avec le maximum d'exécution. Donc, ce qu'on veut, c'est d'être capable de squatter 600 livres en mettant la tension au maximum dans tes quads, dans un monde idéal. OK? Donc, chaque client que vous allez avoir va se situer à différents endroits dans ce continuum-là. Donc, il y en a qui vont avoir besoin beaucoup de focusser sur l'exécution puis de créer de la tension volontaire au niveau de leurs muscles. Et d'autres qui ont vraiment des bonnes capacités de contraction, ils ont des bons contrôles. Et là, on peut aller plus vers l'effort. Donc, c'est vraiment ça, ce principe-là. Mais tu peux aussi avoir des muscles que tu vas avoir besoin d'aller faire plus d'exécution. Donc, par exemple, c'est sûr, si je vous demande, avez-vous un muscle plus faible au niveau du développement ou du ressenti? La plupart du monde en ont. Donc, ça se peut que tes quadriceps, tu as vraiment une bonne capacité de les contracter, tu as une bonne exécution, puis le développement s'ensuit aussi. Mais ça se peut que tes biceps, eux, ont de la misère à développer. Et là, pour les biceps, bien, tu peux faire un style d'entraînement qui va être beaucoup plus exécution, que tu vas faire des tempos qui sont un peu plus lents, tu vas faire des contractions volontaires, tu vas faire un paquet d'affaires pour améliorer ta capacité de contraction qui va potentialiser tes gains en hypertrophie par la suite. Mais pour tes quads, par exemple, tu peux aller faire du squat, qui est plus multijoint, que tu vas faire un tempo normal, puis que tu vas juste mettre de la charge. Vous comprenez un peu le concept? Donc, on peut jouer avec ça dans le même programme d'entraînement, à travers les mois, dans une périodisation, tu peux jouer avec ça comme tu veux. Je vais parler aussi d'ordre d'exercice. Dans ton plan d'entraînement, si on prend les mêmes concepts, personnellement, j'ai toujours 4 phases ou 3 phases dans mon entraînement. La première phase, c'est d'activation.
Fait qu'on peut avoir des activations, tu sais, je parlais avec Maylin tantôt qui donne sa conférence en même temps. Tu sais, il y a différents. L'activation, ça veut pouvoir dire autant de choses différentes qu'on est de personnes ici. Donc, chaque personne peut avoir une définition différente de l'activation. Moi, ce que je veux avec une activation d'un point de vue hypertrophie, c'est juste d'être capable d'avoir un bon mind-muscle connection avec ce muscle-là sans avoir de fatigue. Donc, c'est vraiment d'activer les muscles, augmenter la capacité de contraction, mais ne pas fatiguer. Donc, par exemple, que tu dis, moi, mes pectoraux, j'ai de la misère à les contracter, mais tu peux faire un exercice d'activation qui va mettre le muscle dans une position courte en début d'entraînement, juste pour avoir un meilleur ressenti et un meilleur recrutement quand tu vas arriver dans tes exercices plus multijoints, plus pesants, qui vont avoir le plus de potentiel de créer de l'hypertrophie. Okay? Est-ce que tu as toujours besoin de faire de l'activation? Non. Mais pour certains muscles ou certaines phases d'entraînement, c'est bon d'en avoir un peu au début. Encore là, si tu es d'un point de vue plus rehab ou mobilité ou whatever, ben là, tu peux rentrer ces trucs-là aussi à ce moment-là. Deuxième phase, c'est recrutement. Donc, c'est vraiment la phase qu'on veut mettre de la surcharge, on veut lever du poids et on veut mettre le plus de tension significative sur le muscle visé. Fait que tu veux recruter plus les fibres rapides qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Tu veux focusser sur la vitesse de concentrique parce qu'on sait que plus tu vas mettre de l'intention de vitesse au niveau de ton concentrique sur ta base, sur tes dumbbells, ça va recruter plus de fibres rapides. Okay? Puis eux qui ont plus de potentiel d'hypertrophie. Ça ne veut pas dire que les fibres lentes n'ont pas de potentiel d'hypertrophie, il y en a juste moins. Okay? C'est important quand même d'aller travailler. T'sais, plus tu vas aller toucher de fibres musculaires, plus tu vas pouvoir grossir. Et la surcharge progressive. Fait que, pilier numéro 1 parlait de surcharge progressive. C'est là qu'on va utiliser surcharge de charge, et tous ces trucs-là. Exercice surtout multijoint. Donc la troisième phase après ça, c'est un peu là que, tu sais, j'aime ça dire que dans le monde de l'entraînement, tu as la science de l'entraînement et tu as l'art de l'entraînement. Puis l'art de l'entraînement, ça ne s'apprend pas réellement. C'est plus à la longue que, avec l'expérience, ben tu viens à faire ta propre façon. Et c'est pour ça que j'ai mis 3 affaires, parce que ça va vraiment dépendre de la phase d'entraînement et de ton idéologie de travail. Donc, recrutement, fatigue, pompe. Donc, c'est vraiment de recruter les fibres qui sont plus lentes, focus sur les contractions, focus sur augmenter le stress métabolique, la pompe. Puis là, tu peux travailler avec des exercices multijoints, des exercices d'isolation, des machines. Et à la fin, c'est vraiment là que tu vas aller fatiguer, avoir le plus de pompe. On peut rajouter des stretches aussi, qu'on en parlera un peu au niveau du dommage musculaire, des proliférations de cellules satellites et tout ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment le stress métabolique, la pompe, créer du dommage musculaire si réellement tu veux faire ça. Encore là, on en parlera tantôt. Et c'est là que tu vas faire des exercices d'isolation, des techniques, plus all-out, superset, drop set, des trucs de même. Donc, ici, j'ai mis quelques méthodes pour accentuer les capacités de contraction. Donc, les isométriques en concentrique. Exemple, tu as de la misère à sentir tes pecs quand tu fais du press. Bien, tu peux prendre 2 secondes de pause dans le milieu du mouvement puis ensuite continuer pour vraiment être sûr que quand tu fais ton concentrique, que ce soit juste ton pec qui travaille, que ce ne soit pas tes triceps, tes épaules, que tu ne perdes pas aussi ta capacité à stabiliser au niveau scapulaire. Donc, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les débutants. Quand ils arrivent au sticking point en milieu du mouvement, bien, les épaules vont avancer. Donc, des fois, ça peut être intéressant de faire prendre une pause de 2 secondes là pour pouvoir continuer le concentrique pour maîtriser mieux l'exercice. Les pauses en excentrique aussi, puis les pauses désavantageuses, en fait, c'est souvent une position, exemple dans le bas du squat, dans le bas du bench. Ça peut être des bonnes places pour prendre des pauses pour vraiment augmenter ta maîtrise des contractions. Les tempos isocinétiques, c'est juste des tempos de vitesse égale. Donc, monte 4 secondes, descend 4 secondes. Ça peut être utilisé. Les techniques de 1 et 1 quart aussi que j'aime beaucoup. Donc, double contraction, des fois que les gens appellent, c'est qu'exemple, tu fais un lateral raise, tu redescends, tu remontes. Donc, vraiment doubler le temps de tension où c'est payant au niveau musculaire. Donc c'est des méthodes qu'on peut utiliser. Pilier numéro 3, devient fort. La force, c'est la mère de toutes les qualités athlétiques. La force, c'est la mère de toutes les qualités athlétiques. C'est vraiment important de retenir ça parce que si tu es fort, tu peux tout faire. Okay? C'est la base de tout. Si tu es fort, tu peux être rapide. Si tu es fort, tu peux être massif. Je ne dirais pas le nom de l'auteur, je le botche à toutes les fois, mais c'est dans l'Europe de l'Est qui disait ça. Donc, la force potentialise l'hypertrophie. Pourquoi? Ça augmente le recrutement d'unités motrices. Les unités motrices, c'est des genres de sensors qu'on a au niveau musculaire, puis c'est eux que, si le système nerveux envoie un influx, ça va activer les muscles, ça va les contracter. Donc, ça, on ne recrute pas 100% de nos fibres musculaires, OK? Ça, c'est impossible, en fait. On va recruter
Dépendant, tu peux avoir un 10% de recrutement de tes unités motrices jusqu'à un 80% peut-être, quelque chose de même. Ça dépend génétique, ça dépend de ton type d'entraînement, ça dépend de plein de choses. Mais la force, on sait que ça augmente le recrutement de ces unités motrices-là. Donc, plus tu es capable d'augmenter les unités motrices qui vont activer plus de fibres musculaires, plus tu vas être capable de les hypertrophier, ces fibres-là. Okay? Meilleur recrutement des fibres rapides aussi, comme on parlait tantôt, plus de potentiel d'hypertrophie. Ça augmente le stress mécanique qu'on va voir tantôt dans les mécanismes d'hypertrophie. Les méthodes pour la force, moi j'aime bien les stage systems. Ça vient de Chuck Seib des années 60. C'est drôle parce qu'il n'y a pas tant de monde qui utilise ça, mais c'est vieux. C'est vraiment vieux, mais c'est Charles Pelquin qui a comme remis ça sur la map un peu. Fait que c'est 2 séries de 6, 2 séries de 4, 2 séries de 2. Super bon pour potentialiser tes dernières séries. Les wave loading, ça c'est super intéressant aussi pour la force. C'est un peu plus avancé parce qu'il faut que tu choisisses vraiment tes charges. Donc 5-3-1, dans le fond, c'est que ta première wave est sous-maximale. Elle est à peu près à 90%, des fois 85% dépendant du monde. Fait que tu ne mets pas une charge maximale. Tu veux de la vitesse le plus possible, mais tu as quand même une charge intéressante. Puis le deuxième 5-3-1, il est plus pesant. Les études ont prouvé que ça potentialise le deuxième wave. Donc ça s'appelle le principe de potentialisation. Très simple comme terme, mais c'est ça. C'est que ça potentialise le deuxième wave. Et les clusters aussi, c'est que tu fais 5 répétitions avec des pauses de 15 secondes en chaque. Fait que tu utilises 3 RM, mais tu fais 5 répétitions avec. Donc en prenant des pauses. Très taxant le système nerveux, mais très intéressant. Ascending load, en fait, c'est exemple, tu fais 6 séries de 6, mais tu commences sous maximal, puis tu vas juste faire un peaking avec une charge. Donc souvent ça qu'on voit dans les gyms. Fait que des fois, c'est pas nécessairement l'optimal parce que le monde le font souvent. Les méthodes d'inertie aussi, donc ça, on n'en parlera pas parce que là, je suis un peu en retard. Et les accessoires de vitesse, chaîne élastique, speed device, ça peut être vraiment intéressant. Donc, pilier numéro 4, connais ton anatomie. Super important de connaître son anatomie. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à comprendre le choix d'exercice. Ça va nous aider à comprendre comment effectuer un exercice, puis ça va nous aider à comprendre comment individualiser les entraînements. Parce que je pense que si tu dis que tu fais un entraînement qui est personnalisé, c'est important que tu prennes ces trucs-là en considération. Okay? Fait que, ici, j'ai mis un dos, comme vous voyez. Donc, si on regarde le grand dorsal, par exemple, l'angle des fibres va nous dicter quel exercice va le travailler. Donc, on voit qu'il y a des fibres qui sont beaucoup plus horizontales, il y a des fibres qui sont plus verticales. Donc là, en sachant ça, ça va nous dicter les fonctions. Ça va nous dicter aussi que si on fait un exercice, comme je disais tantôt, qui élève la scapula, on sait qu'il va y avoir peut-être un peu de fibre horizontale qui va travailler, mais pas tant les fibres verticales. Parce qu'on s'entend, le 3/4 du monde qui s'entraîne pour gagner de la masse musculaire, ils veulent avoir un V-taper, puis ils vont avoir les grands dorsales plus développés. Mais 90% du monde n'entraîne pas nécessairement leur grand dorsal. Ils pensent qu'ils le font, mais ils ne le font pas réellement. Donc, c'est vraiment l'angle des fibres. Ça, on s'entend, quand tu contractes un muscle, tu vas porter origine à insertion. On est d'accord? Donc, si ça ne fait pas ça, ton mouvement, c'est pas un exercice qui va travailler ça. Tu sais, c'est un peu comme le... Tu sais, Instagram puis Facebook, c'est en train des fois de comme scraper le monde du fitness parce que des fois, il y a comme des... Tu vois juste des filles faire 56 000 exercices de fessiers qui sont comme pas pantoute des exercices de fessiers quand tu les analyses. Puis là, ben, le monde écoute ça, puis là, ils sont comme, mais pourquoi tu ne me donnes pas des genres de triple jump avec des bandes élastiques aux genoux? Ben, c'est ça. C'est parce que, tu sais, la fille qui a une génétique incroyable, qui s'est entraînée pendant 10 ans, là, elle montre ça parce que ça pogne sur Internet. Mais au bout du compte, si tu analyses le mouvement comme il faut, ben, finalement, ça fait rien. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est votre job en tant que coach d'éduquer vos clients puis de trouver les bonnes sources d'informations. Puis, si un exercice, tu n'es pas sûr, qu'est-ce qui travaille? Fais juste penser aux fonctions musculaires. Ça va te donner beaucoup d'indices. Même chose au niveau des pectoraux, donc c'est des muscles qui sont en éventail, donc c'est des muscles qui vont partir vers différents angles. Donc on sait qu'on a différents angles à aller travailler si on veut un développement qui va être complet. Donc si tu travailles des pecs, tu fais toujours tout le temps le même angle ou le même angle au niveau des fly, au niveau des press, comme on voit souvent, bien, tu limites ton potentiel d'hypertrophie. Okay? Donc c'est vraiment pour ça que si tu comprends bien ton anatomie, ta programmation va être beaucoup plus optimale. Fait que, je vais parler de 3 principes qui sont vraiment importants dans ton choix d'exercice. Ça va être travailler en ligne avec les fibres musculaires visées. Donc, par exemple, je fais du bicep curl. Si je fais du curl puis mes bras sont comme ça, mais mes fibres sont comme ça. On est d'accord? Right?
ma force qui a été mise sur mon muscle, elle vient de la gravité, si je suis avec un dumbbell. Ça veut dire que ma force vient comme ça, mais mes fibres pointent dans cet angle-là. Ça veut dire que mes fibres ne sont pas dans une position avantageuse pour être recrutées. Ça veut dire que je vais avoir une partie de la tension musculaire qui va être mise au niveau de mon articulation puis au niveau des autres muscles. Donc, si je veux développer mes biceps, je dois mettre les fibres en ligne avec la tension que j'y mets. Donc, par exemple, si quelqu'un a une morphologie que les coudes sont plus vers l'extérieur, bien, tu peux mettre des câbles ou tu peux juste aller porter ton coude vers le sol pour que là, tout soit en ligne. Même chose au niveau des pecs. Tu sais, le incline bench press, c'est bon pour le haut du pec. Mais oui, mais non. T'sais, ça dépend pour qui. Il y a du monde qui a un angle de sternum très, très rentré. Donc, si tu installes ton client sur l'incline et qu'il a les épaules comme ça, vraiment vers le haut, bien, les fibres du deltoïde antérieur sont beaucoup plus en ligne avec la force que tu vas y mettre que les fibres des pectoraux. Donc là, encore là, j'aime ça dire que la pire affaire qui est arrivée au monde de l'entraînement, c'est les règles de l'entraînement. De dire que le incline travaille le upper pec, non, ça dépend du monde. Que dire que le squat, c'est le meilleur exercice pour les quads, non. Si tu prends quelqu'un qui a des fémurs de 6 pieds, qui a les hanches super hautes, quand tu fais un squat, ses hanches reculent vers l'arrière, il fait un squat de powerlifting, je te garantis qu'il ne développera pas ses quads optimalement. Donc, encore là, c'est de se poser des questions sur est-ce que les fibres musculaires sont en ligne avec la tension que j'y mets. Pour un développement complet, surtout sur les muscles en éventail, comme le pec et le grand dorsal. Prendre en considération l'anatomie du client. Donc, ici, j'ai un exemple de 2 clients qui ont des proportions complètement différentes. Donc, un des principes qu'on voit en mécanique d'exercice, c'est que si on fait un squat, mon centre de gravité est dans le milieu de mon pied et le point le plus loin du centre de masse va dicter le recrutement. Ça veut dire que si mon genou avance beaucoup vers l'avant, je vais avoir beaucoup de quadriceps. Si mes hanches reculent beaucoup vers l'arrière, je vais avoir beaucoup de hanches qui vont travailler. C'est jamais 100%, 0%. C'est toujours un mix, mais il y a une dominance vers quelque chose. Okay? Donc, on voit qu'on peut tracer une ligne, si on veut, au niveau du milieu du pied. Et on voit que les deux, le genou avance quand même considérablement en avant des orteils. Un petit peu plus côté A, mais un peu moins côté B, mais quand même, il y a quand même une bonne mobilité de la cheville. C'est pas mauvais. Mais ce qui arrive, c'est que on voit que le A, si on fait une ligne dans le centre de son pied, son genou, il y a une plus grande distance entre son genou et sa hanche. On est d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Si on regarde le B, si on fait la même ligne, on voit que ses hanches sont beaucoup plus loin vers l'arrière. Okay? Mais sa flexion de genou est relativement la même. Sa flexion de cheville. Ce qui arrive, c'est que j'ai pris les mêmes lignes que j'ai mis là, puis je les ai mis une à côté de l'autre. Donc, malgré qu'ils ne sont pas la même grandeur, 5 pieds 7 comparé à 6 pieds 1, A et B ont la même longueur relative de fémur. Donc, relativement à leur proportion, ils ont la même longueur de fémur. Par contre, le A, il y a un long tronc et il y a des petits tibias. Ce que ça fait, c'est que ça c'est un ratio idéal pour avoir un squat avec le dos vraiment droit, qui va avoir un grand recrutement des quadriceps. Tandis que le B, il y a un petit tronc, mais il y a des longs tibias. Donc, ce qui arrive, c'est que là, sa mécanique de squat va être très, très différente. Parce que si le B veut recruter ses quadriceps au maximum, le squat, c'est pas nécessairement un bon exercice pour lui. Mais ça va être bon pour travailler les hanches, fessiers et bas du dos. Tandis que le A, s'il squatte de même pour recruter ses fessiers, c'est pas l'idéal. Mais s'il squatte de même pour le squat, pour les quadriceps, ça va être idéal. Donc, c'est vraiment de regarder ton client, comment il bouge et comment tu peux adapter les exercices pour atteindre les objectifs que tu veux avec ce client-là. Différence anatomique aussi, on peut voir au niveau de l'angle du sternum. Donc, c'est pas nécessairement la grosseur, mais c'est l'angle du sternum. Donc, on voit qu'en bas, l'angle du sternum est beaucoup moins prononcé qu'en haut. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'en haut, il va y avoir un recrutement de pec beaucoup plus grand quand il va faire tous les angles de press. Tandis qu'en bas, peut-être qu'un incline pour lui, ça va être plus au niveau des deltoïdes que ça va travailler. Donc, c'est une autre chose qu'on peut regarder avec les clients. Différence anatomique aussi, on peut avoir des différences osseuses. Donc, en bas, on a des fémurs. Et on voit que les cols fémorales puis les trucs sont dans des angles différents. Voyez-vous la différence? Et en haut aussi, ils ont complètement un autre angle au niveau de l'os. Donc, tu sais, si mes fémurs sont placés en rotation externe, puis là, je te dis squat largeur des épaules, mais que ton os va dans ce sens-là, tu penses que tu vas avoir du fun de squatter puis ça va être confortable?
Pas en tout, OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut ajuster. Parce qu'encore là, squatter l'argent des épaules, c'est une règle. Si, c'est sûr que ça va un peu dans la... Je pense une grosse portion génétique à ça. Mais souvent, les Asiatiques ils peuvent squatter les 2 pieds collés. T'sais. Les Nord-Américains puis les Européens, je pense qu'au niveau anatomique, les os ont été formés différemment. Et souvent, il faut squatter un peu plus large. Donc, encore là, c'est vraiment d'adapter selon le client. Mais gardez ça en tête, de dire, Colin, c'est peut-être... tu sais, des fois, on essaie tout le temps de trouver, OK, il est tight de là, ici et ça. Bien, tu sais, des fois, ça peut ne pas être nécessairement des tightness ou des trucs de même. Ça peut être juste anatomique, c'est différent. Même chose au niveau des hanches, il peut y avoir des différences assez flagrantes. Assez flagrantes. Donc, je parlais d'aligner la tension avec les muscles. Ça, c'est un exemple. Tu sais, souvent, le monde va faire des tricep extensions puis ils vont se plaindre qu'ils ont mal dans les coudes. Mais c'est à cause de ça, en fait. C'est que si on regarde une gravité, il y a un joint et il y a un angle à lequel ce joint-là est placé. Puis au niveau du coude, bien là, l'exemple numéro 1 en haut à gauche, le coude il est vers l'extérieur, mais la tension n'est pas directe dessus. Donc, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir plus de tension qui va être mise au niveau de l'articulation. Et moins au niveau du muscle. Donc, tu peux lever plus pesant, oui, mais c'est parce que c'est diffus à travers plein d'autres choses. Donc là, tu peux dire à ton client, rentre tes coudes au maximum, mais par exemple, sur cet exemple-là, à gauche, le coude ne rentre pas au maximum. Et ce qui va arriver avec la fatigue, c'est que le corps va toujours s'en aller d'une position qui est confortable. Donc, après ça, si tu vois qu'il y a ça avec ton client, bien, pourquoi forcer à utiliser cet exercice-là si anatomiquement, le client n'est pas capable présentement de faire ça? Parce que tu peux te spécialiser en rehab, tu peux te spécialiser en gestion de problèmes puis d'améliorer tes clients au niveau des... Tu sais, si t'es tête à des places, des trucs comme ça, mais la majorité du monde viennent vous voir pour avoir des résultats au niveau de la composition corporelle, OK? On s'entend dans la majorité des cas. Donc, si tu viens pour gagner de la masse musculaire, mais que je suis tout le temps en train de te faire des étirements de pec, après 3 mois, tu vas me dire, là, je vais te faire des résultats ou tu vas juste m'étirer pendant... Tu sais, fait que... Moi, je regarde tout le temps quand le client arrive chez nous, la journée même, qu'est-ce qu'il y a d'available? Plus tu as d'hydratation cellulaire, plus tu as de gonflement cellulaire, plus ça envoie des signaux de synthèse de protéines. Donc ça, c'est intéressant. Donc, plus tu as de pompe musculaire pendant que tu t'entraînes, plus ça potentialise tes gains. C'est intéressant à savoir. Tantôt, on parlera un peu de suppléments vite fait, mais il y a des suppléments qui peuvent aider à augmenter ça. Puis ça augmente la production de follistatin, on en parlera une autre fois. Dommages musculaires, c'est vraiment des dommages au niveau des structures musculaires. C'est là qu'il va y avoir des déchirures au niveau des disques Z et tout ça. C'est ça qui va créer le raquage. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que ça va augmenter la prolifération des cellules satellites. Je vais en parler juste après. Il va y avoir beaucoup de réactions inflammatoires qui vont augmenter la synthèse de protéines. Par contre, Chris Bursley parle que ça va augmenter la synthèse de protéines jusqu'à temps que ta cellule revienne où ce qu'elle était au début. Donc, c'est comme tu as détruit. Ça augmente la synthèse de protéines, of course, parce que ta cellule est détruite. Ça la ramène, mais au même point. Donc, c'est pour ça qu'il dit que peut-être c'est pas nécessaire, parce que tout ce qui est plus au niveau stress mécanique, on n'a pas tant de dommages. C'est juste qu'on a un petit dommage, puis ça récupère, ça surcompense, si on veut. C'est vraiment créer lors des entraînements à l'échec musculaire, un vrai échec musculaire. Surtout avec des excentriques lents. Ça va augmenter beaucoup ça. Les stretch aussi. Le réel impact sur l'hypertrophie est un peu nébuleux selon les études. Tu sais aussi, ce qui arrive, c'est qu'avec les études un peu plus sur le terrain, si on veut, c'est qu'exemple, tu regardes Dorian Yates, son style d'entraînement, c'était tout le temps le pied dans le fond, une série à l'échec total musculaire, puis il a gagné l'Olympia pendant des années. Mais, je vais peut-être vous apprendre de quoi. Il prenait des suppléments. Okay? Des super suppléments même. Donc, il y a tout ce... de ça, des super suppléments. Mais, donc, c'est ça, ce qui arrive, c'est que il y a ça qui rentre dans le monde de l'entraînement à cette heure, c'est que tu peux pas te fier nécessairement à ça si t'es naturel, parce que lui, ça marchait, mais c'était une pharmacie ambulante. Donc là, c'est pour ça que le dommage musculaire, surtout chez du monde naturel, surtout si tu as un stress élevé, surtout si... Tu sais, votre client typique, il y a une femme, des enfants, une job stressante, il dort mal, puis là, tu vas faire des entraînements qui vont créer beaucoup de dommages musculaires. Tu sais, c'est toujours, dans le fond, tu as ta capacité de récupérer qui est un...
pas de tableau ici, là, mais tu as comme une capacité de récupération X, génétique, due à la génétique puis à ton mode de vie. Tu as une quantité de stress, qui est déjà le stress d'être un être vivant, c'est déjà pas mal stressant au niveau de l'ADN. Après ça, tu as ton stress de ton travail, de ta famille, de plein d'affaires, puis après ça, tu rajoutes l'entraînement. Mais si tu commences à rajouter plus de stress d'entraînement, bien là, ce qui arrive, c'est que tu dépasses ta capacité de récupérer. Donc là, c'est sûr que tu ne récupéreras pas et tu ne progresseras pas. Tu vas te ramasser comme notre ami Will au début. Tu vas prendre un beau coup de soleil, puis tu ne progresseras pas. C'est ça qui va arriver. La prolifération de cellules satellites, vite fait, c'est qu'en fait, il y a des cellules qui gravitent au niveau de tes fibres musculaires. Quand il y a un stress extrême, ce qui va arriver, c'est que ces cellules-là vont se coller sur ta fibre. Et là, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une fibre de plus que tu vas pouvoir potentialiser d'hypertrophie par la suite. Donc, des fois, de faire des phases de dommages musculaires, ça peut être intéressant parce que c'est comme un investissement que tu fais pour le futur. Donc, ça va potentialiser les autres phases. Un peu comme, tu sais, le cardio puis les hautes répétitions, des fois pour l'hypertrophie, c'est vu comme une perte de temps. Mais plus tu as de cardio, plus tu potentialises ta récupération entre tes séries et ta récupération aussi entre tes séances d'entraînement. Donc, pour certaines personnes, c'est toujours, tu sais, avec tes clients, c'est toujours travailler, de trouver, c'est quoi son maillon faible? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il pourrait progresser plus rapidement? Puis des fois, ça se peut que ce soit du cardio qu'il a besoin. Parce qu'il fait un set de squat, mettons, il est super fort, il fait un set de 10 au squat avec 400 livres, mais il est 6 minutes couché à terre après. Et là, peut-être d'augmenter son cardio, il va être capable de faire plus de volume. Plus de volume, ça va potentialiser son gain en masse musculaire. Ça. Les techniques d'entraînement, je les ai mis en 3 sections. Fait que tu as le stress mécanique. Fait que c'est tous les types d'entraînement au-dessus de 70% d'intensité. Les drop sets, les rest pause, les isométriques, les excentriques lents, ça va faire du stress mécanique. Le stress métabolique, c'est plus les hautes répétitions, les familles de superset, drop set, des trucs de même. Les concentriques qui sont plus lents, les isométries, puis qu'est-ce qui est plus axé sur la pompe. Après ça, le dommage musculaire, les excentriques lents, les excentriques supramaximales, les loaded stretch, les variations d'exercice, les techniques au-delà de l'échec musculaire. Donc, vous voyez, l'excentrique lent se retrouve dans deux trucs. Le stress métabolique, poussé à l'extrême, crée du dommage musculaire. Donc, si, exemple, tu as Manon, 40 ans, qui mère monoparentale, elle travaille comme une malade, tu l'entraînes, puis elle, Manon, elle aime ça avoir chaud, puis pousser quand elle s'entraîne, puis tu lui fais faire des circuits pendant 1 heure de temps. Tu vas créer du dommage musculaire, puis tu varies, tu fais des workouts of the day en plus, tu vas créer bien du dommage musculaire, tu vas juste ajouter plus de stress à son système, puis Manon, elle ne perdra pas de gras, puis, ou peut-être qu'elle va en perdre, dépendant de son alimentation. Mais... C'est pour ça que le prochain point, c'est les habitudes de vie. C'est pour ça que c'est important, quand tu prends un client, c'est important de regarder toutes ses habitudes de vie. Parce que ça, c'est toi, Iman, ou vos clients. Et dans le fond, tu as plein de choses qui vont autour de toi, beaucoup plus que l'entraînement. T'sais, on a parlé d'entraînement qui est juste une des choses. Donc, tu as la motivation, à quel point ton client est motivé. Ça va avoir un impact sur sa récupération. Si quelqu'un est tout le temps négatif, tu sais, il y a beaucoup d'effets au niveau mitochondrial puis au niveau des cellules quand tu es négatif ou tu es positif. C'est super niaiseux, mais si tu es tout le temps en train de te dire « Ah, j'aime pas m'entraîner. Ah, je prends pas de masse. Ah, je perds pas de gras. » Au niveau de tes vibrations et de tes cellules de tout ton corps, c'est pas optimal. Donc, déjà là, juste tu sais, vous savez un peu, là, quand tu es coach, tu es thérapeute des fois. Mais c'est important de garder le monde motivé. Tu as le sommeil, qui est primordial, la supplémentation, qui est secondaire, le cercle social aussi. Ça, c'est niaiseux, mais si tu entraînes quelqu'un qui s'isole parce qu'il s'entraîne tout le temps, il va avoir moins de résultats selon moi parce que l'isolement, ça mène à des dépressions. Si la personne est dépressive, elle ne va pas être motivée. Elle va moins bien dormir, elle va moins bien récupérer, tout ça. Donc, on ne parlera pas de ça plus que ça, là, mais la gestion de stress qui est très importante, l'alimentation, la digestion. Fait que c'est juste, on n'en parlera pas plus, mais c'est juste à comprendre que l'humain est un ensemble. Aussi, une affaire, c'est la gestion de stress, je voulais parler. La plupart du monde n'ont pas de hobby. Okay? C'est niaiseux, mais d'avoir un hobby, puis de penser à une seule chose, puis vivre dans le moment présent, ça réduit beaucoup le stress. Donc, tu sais, des fois, on va dire aux clients, essaie de méditer, de
de respirer, de faire des affaires la même, mais des fois, de dire, OK, qu'est-ce que tu faisais avant que tu aimais, que tu ne fais plus à cette heure? Des fois, c'est, je sais pas, dessiner, jouer de la musique, plein d'affaires que la personne peut faire. Mais des fois, juste de remettre ça dans sa routine, une petite demi-heure le soir avant de se coucher, elle va dormir vraiment mieux, sa récupération va être mieux, son humeur va être mieux, et avoir plus de résultats, puis elle va être contente. C'est tout ça qui est important. Donc, la nutrition. La base, c'est les calories. C'est pas compliqué. Calories in, calories out, c'est pas tout, mais c'est la base. Si tu manges plus de calories que tu en dépenses, tu devrais prendre du poids, théoriquement. Après ça, tu as les macronutriments. On sait très bien que si tu manges des Pop-Tarts avec des Big Mac, ta composition corporelle et ta récupération va être différente. Okay? C'est la différence entre 3000 calories de scrap ou 3000 calories de bonne bouffe, c'est la différence entre je prends 10 livres, mais il est beau ou il n'est pas beau. C'est un peu ça. Là. Après ça, les micronutriments. Plus on a de micronutriments, mieux tes cellules fonctionnent, mieux ta récupération va être, mieux tout ton système va mieux aller. Donc, les micronutriments, c'est les vitamines, les minéraux, la qualité des aliments que tu manges, super important. Après ça, là, on s'en va dans ce qui est plus spécifique, le timing des nutriments, pré-entraînement, post-entraînement, ces trucs-là. Souvent, le monde, il bug là-dessus, mais la base n'est pas là. Faut que tu maîtrises la base avant de commencer à jouer avec ça. Puis, complètement en haut, c'est les suppléments. Encore là, le monde, ils font la pyramide inversée. Ils ne checkent pas tant qu'est-ce qu'ils mangent, ils ne calculent pas leurs calories, mais là, c'est quoi je peux prendre comme fat burner? C'est quoi je peux prendre comme pré-workout? Comme, juste, tu sais, on s'entend, toutes les diètes, qu'est-ce qu'ils ont en commun pour gagner la masse, surtout pour perdre du gras, là, si on parle de ça, toutes les questions en commun, c'est que ça crée un déficit calorique. Okay? Fait que si tu veux perdre du gras, déjà là, tu fais juste ça. Même si Manon, tu gardes la même bouffe qu'elle mangeait, puis ses petits gâteaux, puis ses affaires, tu fais juste prendre un demi-gâteau au lieu d'un gâteau, elle va perdre du poids. Mais bref, ça, ce sera une autre discussion. Pour la prise de masse, les vrais aliments hauts en micronutriments, c'est vraiment ce qui est le best. Les calories ne sont pas toutes pareilles. C'est ce que tu absorbes et non ce que tu manges. Il y a une étude qui a été faite sur la mastication. Tu peux avoir une différence de synthèse de protéines dans les protéines que tu manges entre 10 et 20 % d'augmentation. 10 et 20 %, c'est pas négligeable. Là. Donc, plus tu mastiques, plus tu vas absorber au niveau de ton tractus digestif, plus tu vas avoir de gains. Okay? Prendre ton temps pour manger. Les enzymes digestives, les prébiotiques aussi, ça, encore là, on pourrait rentrer à ce niveau-là. 1 à 1,3 g de protéines, c'est ça que je suggère par poids corporel si ton body fat est en bas de 15 %. Encore là, si tu pèses 300 livres et tu es à 40 % de gras, tu vas en manger la protéine si tu suis cette formule-là, mais c'est à peu près ça. Encore là, dans les mêmes pourcentages de gras, 15 à 20 fois ton poids corporel en calories, ça va te donner un surplus. Tu sais, vite fait, tu peux calculer, quelqu'un, des fois, tu ne veux pas trop te casser la tête. Nous autres, c'est ça qu'on utilise. Pourcentage de gras optimal, toujours autour de 10 pour limiter l'aromatase au niveau de la testostérone. Tu sais, vraiment que tout soit optimal. Autour de 10, tout va bien. Supplémentation, on va parler rapidement. Ça supplémente. Encore là, la pyramide, tu ne commences pas avec ça. C'est vraiment le tip de l'iceberg. Les bases que je suggère, magnésium, taurate, glycinate, malate, tout ce qui finit en hâte, citrate un peu moins absorbable, mais c'est quand même intéressant. Tu vas avoir un mix de chelates aussi, parce qu'en fait, si tu prends juste la même chelate, il y a un maximum d'absorption que tu peux avoir. Donc, tu veux varier. Souvent, il y a des bons mix qui vont avoir 4 sortes, 5 sortes de magnésium dedans. Ça, c'est vraiment intéressant. Les oméga-3 qui viennent de petits poissons avec des antioxydants pour limiter la dégradation des oméga-3. 5 à 15 grammes par jour. C'est important que ton plat soit opaque et qu'il ne soit pas à la chaleur. Parce que les graisses qui arrivent, c'est que si il y a un changement de température ou il y a de la lumière, ça devient ranci, un peu comme du gras de patate frite. Donc, pas à 100 %, mais ça change. Donc, c'est vraiment important de ne pas les faire chauffer aussi, les oméga 3. Multivitamines avec des fibres absorbables. Donc, pas les marques que tu peux acheter en pharmacie, mettons. Rapidement, habituellement, les formes ne sont pas tant absorbables. Vous pouvez, juste taper, mettons, tu vois une sorte de vitamine B, fais juste écrire la sorte de vitamine B avec taux d'absorption. Souvent, vous allez voir, des fois, ça va à 1 %. T'sais. Ils mettent ça, mais finalement, tu serais mieux de manger à la boîte, tu as plus de nutriments que dans le pot. Les enzymes digestives, super important, surtout si tu pousses un peu plus tes calories pour... ce qui arrive, c'est que, mettons, tu as un métabolisme très rapide, tu pousses tes calories pour prendre la masse musculaire. À un certain moment donné, c'est pas normal de manger 4000 calories pour ton corps. Il est
n'est pas outillé pour sécréter autant d'enzymes digestives. Donc, de supporter en HCl et en enzymes, ça peut être intéressant. La vitamine D qui va se retrouver dans un lipide, donc c'est important d'avoir du gras parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui est liposolide, donc ça s'absorbe avec le gras. Donc, il y a des compagnies qui mettent déjà des bons gras qui facilitent l'absorption. Donc, de 1000 à 10 000 unités par jour, encore là. Ça varie beaucoup, dépendant de la personne. La supplémentation spécifique pour la prise de masse. Il y a des trucs qu'on peut faire. Là, encore là, c'est le top de l'iceberg. Là, c'est du timing avec les suppléments. Donc, c'est vraiment juste pour du monde qui font tout vraiment comme il faut. Sel rose pré-entraînement, super bon parce que ça augmente l'hydratation cellulaire. Tantôt, on parlait de stress métabolique, que l'hydratation cellulaire, c'est important pour créer la synthèse de protéines et créer l'hypertrophie. Donc, le sel rose, ça va aider à ça. La citrulline malate aussi, qui va augmenter plus le flot sanguin puis la pompe. L'agmatine, la même chose. Carbs et protéines au besoin, pré-entraînement, dépendant, ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé. Parce que les carbs, ça tire l'eau dans tes muscles. Ça va te donner de l'énergie aussi pour ton workout. Puis ça va... Tu sais, dans le fond, c'est... Okay. Au niveau cellulaire, ta cellule, tu as des messagers qui vont aller chercher les carbs au niveau du bord de la cellule. Okay? Puis là, on pourrait rentrer dans tout ce qui est sensibilité à l'insuline, mais dans le fond, tu as le GLUT4 qui s'en va se coller sur le bord, qui absorbe les carbs que tu prends. Quand tu t'entraînes, tu as beaucoup de récepteurs qui sont prêts à recevoir les glucides et d'augmenter la synthèse de protéines au niveau de ces cellules-là. Donc, un petit peu de glucides, ça peut aider à augmenter la synthèse de protéines puis à refaire tes réserves de glycogène pour avoir plus d'énergie pendant ton workout. Donc, c'est vraiment au besoin. Si tu as mangé 2 heures avant, tu n'as pas besoin de ça nécessairement. Intra-workout, j'aime bien rajouter de la citrulline malade dedans. EA, BCAA, 5 à 30 grammes dépendant. Vraiment les phases d'entraînement puis du nombre de carbs que tu prends. Donc, si tu prends plus de carbs, je suggère toujours moins de BCAA, vice-versa. Encore là, EA, BCAA, il y a comme une grosse... pas une guerre, là, mais tu sais, il y a du monde qui vont dire le EA, c'est mieux parce que ça augmente la synthèse de protéines plus, c'est plus complet. Ce qui arrive, c'est que quand tu t'entraînes, tu fais de la dégradation de protéines. Donc, tu envoies 2 signaux différents à tes cellules. Si tu dis synthèse de protéines, mais dégradant en même temps, le procédé ne va pas s'effectuer au maximum. Pourquoi les BCA, c'est intéressant? Parce que ça limite la dégradation de tes protéines. Donc, tu vas moins aller gruger dans tes réserves. Ça n'augmente pas la récupération, les BCA. Okay? Ça, c'est une affaire qu'on entend souvent. Ça augmente la synthèse de protéines, surtout la leucine. Ça prend des gros dosages. Mais bref, moi, je suis plus du genre à prendre des BCA, mais je sais que c'est bien à la mode, les AA, mais pour le prix, surtout pour la différence que ça va faire au bout de la ligne. Les carbs en poudre, encore là, un mix de carbs, c'est vraiment le best. 4-5 sortes de carbs dans un supplément, c'est vraiment le best. Si tu veux des vitesses d'action différentes, parce que des fois, si tu prends de la dextrose, par exemple, qui était bien populaire dans les années 2000, tu as un gros up d'insuline, tu as un gros down après. Tu vas faire souvent de l'hypoglycémie après tes entraînements. Pas l'idéal. Post-entraînement, protéines en poudre, parce qu'on veut augmenter la synthèse de protéines le plus rapidement possible. Carbs en poudre, taurine. La taurine, c'est un relaxant musculaire. C'est un relaxant du système nerveux. Ça remet le battement cardiaque à ses niveaux optimaux. Ce qui arrive aussi, c'est qu'après l'entraînement, tu veux, mon dernier point, c'est la méditation, tu veux retourner dans ton parasympathique le plus rapidement possible. L'entraînement, on s'entend, c'est très système sympathique. C'est ça que tu veux le plus, mais tu veux aussi, tout de suite après, te mettre en parasympathique pour récupérer. Rest and digest et être sûr de maximiser tes gains. La taurine, ça va aider à ça. Souvent, le monde va dire que la taurine, c'est stimulant parce qu'ils en mettent dans les Red Bull, mais c'est parce que ça met le battement cardiaque à des niveaux qui sont plus normaux. C'est pour ça qu'ils en mettent, pour pas que tu fasses une crise de cœur. Okay? Fait que c'est pour ça. Fait que souvent, parce que des fois, j'en donne à mes clients, puis ils sont comme, la taurine, si, moi, ça vient pas des taureaux ou quelque chose. Mais non. Okay? Magnésium aussi, des formes absorbables, comme je parlais. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est ce qui conclut les 10 points.